Bonsoir à tous, donc c'est le Cercle d'Argenteuil en Ile-de-France qui vient se présenter pour cette épreuve costume. Ce travail a commencé en fait en 2016 avec des premières recherches sur les costumes que nous avions recueillis à ce moment-là, et en fait cette année nous avons souhaité enrichir ce vestiaire de costumes. C'est pour ça on va vous expliquer pourquoi tout le monde est là et pourquoi il y a plein de choses. On voulait enrichir ce vestiaire, et du coup cette année nous avons, certains d'entre nous étaient au musée de la préhistoire à Carnac, et nous avons découvert un nouveau tableau, enfin qui est nouveau pour nous en tout cas, on vous en dira un petit peu plus tout à l'heure, mais qui présentait un costume bleu avec des couleurs, ce qui pouvait changer et enrichir notre vestiaire, et ce costume-là qu'on souhaite mettre en avant lors de cette présentation. Pour les autres danseurs qui sont présents, on va vous expliquer après pourquoi on les a amenés avec nous. Voilà. Donc je laisse Romuald, qui a fait les recherches, œuvrer avec nous. Bonjour. Je vais vous présenter la série de costumes qui a été faite pour cette année. Et donc pour ça, comme vous le disait Isabelle, on a travaillé à partir d'un tableau qui est arrivé en collection au musée de la préhistoire de Carnac il y a 2 ans, je crois, et qui s'intitule Les Vanneuses. C'est un tableau de Théodore Valerio. Donc Théodore Valerio, il est né en 1819 et il est mort en 1879. Il va séjourner à Carnac dans les 10 dernières années de sa vie, et il va faire quelques tableaux. Celui-là est donc au musée de la préhistoire, et les autres qu'on a aussi réussi à trouver par la suite sont en collection privée. Donc grâce à Internet aujourd'hui, on a quand même des possibilités, grâce au site de vente aux enchères, de réussir à voir ce qui a été passé en salle des ventes, et du coup à retrouver des traces de ces vêtements. Donc là on se situe à Carnac, c'est le sud du pays d'Auray, la partie littorale de ce pays. Et donc Valerio, il y séjourne entre 1870 et 1877. Il peint ce tableau en 1876, et donc on reconnaît, pour ceux qui connaissent en tout cas la région de Carnac, ici c'est l'anse du Pô, donc c'est la fin de ce qu'on appelle la baie de Quiberon, et donc vous avez d'ailleurs la presqu'île de Quiberon qui file tranquille derrière de l'autre côté de la mer, et le moulin de Carcroc à Ploarnel. Donc on a vraiment une présentation de silhouette qui est claire, savoir que si on peut avoir confiance dans le témoignage que nous propose Valerio, c'est que Valerio a été l'élève de Charlet comme un certain François Hippolyte Lallès. Il a tout au long de sa carrière voyagé à travers l'Europe et à travers les Balkans, la Turquie également, et il a vraiment fait et produit un travail d'ethnologue, de recherche sur le costume, qui a donné, comme le travail de Lallès en Bretagne, un travail après de lithographie, après qui a son intérêt ou pas pour certaines choses, mais en tout cas, il a vraiment porté de l'intérêt pour le costume, le vêtement et les arts populaires. Donc la silhouette qu'il nous présente, nous avons choisi de travailler sur la silhouette à coiffe bleue, en sachant que celle qui est en face est juste en couleurs différentes. C'est la même silhouette, composée des mêmes pièces, avec la même coiffe, simplement l'une est bleue, l'autre est blanche. Le costume, il est d'abord composé par une chemise qui est faite en grosse toile, avec des manches qui sont faites un peu plus fines, en coton un peu plus fin, et un col également un peu plus fin. A priori, il n'y a pas de boutons sur ces chemises, on en avait quelques-unes dans des collections particulières, et c'est des chemises qui se fermaient simplement avec une épingle. Et voilà, c'était vraiment le vêtement de corps, le tricot de peau de l'époque, et c'est ce qu'elles portaient toutes, selon les silhouettes qu'on peut voir. Par-dessus, elles vont avoir un corselet, ici il est de couleur bleue, et il est garni de velours noir. On voit exactement les mêmes silhouettes sur ce deuxième tableau de Valerio, qui est Puy d'eau douce au bord de la mer, qui est en collection privée, et on voit bien que c'est aussi exactement la même chose.
Le corselet, donc, qui sont faits en toile de lin et de chanvre, la jupe de couleur et le tablier. Donc nous, on a choisi de travailler avec comme tissu des draps anciens qu'on a teints. Donc on a travaillé avec de l'indigo pour avoir les bleus, on les a cassés avec du jus d'épinard, on les a cassés avec parfois aussi pour avoir du jaune, de la pelure d'oignon. Pour les tabliers, on voit qu'ils sont bruns, peut-être il y avait du noir également. En tout cas, on a travaillé avec du brou de noix et on a travaillé aussi un peu avec de la cochenille et de la garance pour réussir à avoir quand même un peu de nuances rougeâtres et avoir des couleurs un peu plus sympas que juste un marron qui n'est pas très chaleureux. Le tablier, il est assez simple, il est froncé à la taille. Il y a une bavette qui est de forme assez rustique, qu'on ne voit pas sur le dessin, mais qu'on voit sur d'autres photos. Et l'évolution du tablier, elle suit une logique assez standard. La coiffe en elle-même est vraiment caractéristique de ce pays d'Auray. Là où ça pose question, c'est que quand Lallès vient à Auray en 1843, il fait vraiment une différenciation dans son analyse, en tout cas dans sa présentation, entre la ville d'Auray, qui était un bourg, qui était un gros bourg, qui a toujours été, qui est toujours une ville de marché, une ville de foire, enfin voilà, ça a toujours été comme ça, et les paysannes des alentours en présentant des cornecs. Sauf que Lallès ne précise pas s'il parle de quelle campagne et de quels alentours d'Auray il parle. Est-ce qu'on parle de Pluvigné? Est-ce qu'on parle de Grandchamp? Ou est-ce qu'on parle de Carnac et de Plouarnel? Et visiblement, Lallès n'est pas passé sur ce territoire-là. On a peine à croire que s'il était passé à Carnac, il n'aurait pas fait un croquis des Menhirs ou il n'aurait pas fait un croquis de l'église Saint-Cornélie, qui était déjà très belle à l'époque. Ici, c'est encore un troisième tableau de Valerio qui est présenté et qui est la petite bergère, qui n'était pas spécialement indiqué comme étant du pays d'Auray, mais enfin bon, quand on voit la coiffe, et puis en plus, il date de la période également de son séjour à Carnac. La coiffe, elle est vraiment typique de cette forme de coiffe qu'on trouve dans le pays d'Auray, c'est-à-dire qu'on a une passe qui est un rectangle qui est ourlé sur trois côtés, et un fond de forme trapézoïdale, que les vieilles appelaient un chignon en béchelle. Alors je pense que c'est surtout pour rigoler un peu, parce que béchelle, c'est comme ça qu'on plante les patates, un peu en diagonale. Je ne sais pas si ça a un lien, mais enfin... En tout cas, il y a ce chignon qui est assez rond, et qui vient englober l'entièreté de la chevelure, puisque tout le cheveu est ramassé dans un bonnet pour former un chignon rond à l'arrière. Le lacet fera l'objet de la présentation d'après, mais en fait, sa façon de poser est caractéristique du pays d'Auray, et ça durera jusqu'à la fin de la coiffe. C'est-à-dire qu'on ne va même pas réfléchir à un autre système de lassage éventuel pour simplifier la vie ou quoi, ça fait partie des marqueurs de cette coiffe et de ce territoire. Le bonnet, là, il est vraiment immense et il englobe l'ensemble de la tête. Il sert juste à contenir la chevelure et il est lacé sous le menton. Voilà, je pense que je peux vous dire sur ce costume-là. Et donc, je vais passer à la question qu'on avait à choisir. Donc, j'ai choisi de répondre à la question sur... proposer 50 ans de l'évolution de la coiffe du territoire, et donc j'ai poussé un petit peu le vice, puisque du coup j'ai choisi de faire 100 ans, puisqu'en fait ce siècle avait une logique dans son ensemble. Ici, du coup, on a la coiffe que présente Lallès sur son dessin en parlant d'Auray. Donc on est vraiment sur une coiffe qui est assez volumineuse, mais qui n'est pas encombrante au regard de ce que pouvaient être les cornecs qui descendaient presque aux fesses et qui étaient dans des toiles beaucoup plus rigides. Ici, on a déjà cette passe qui est rectangulaire, ourlée sur trois côtés, assemblée à un trapèze. On a rajouté au trapèze, sans doute pour des histoires de volume, des quilles dans les côtés qui permettent de donner de l'ampleur et de basculer l'ensemble du chignon aussi pour faire une jolie forme, je pense, sur l'arrière. Le chignon est rond, il est rentré dans un bonnet qui est tuyauté sur le bord légèrement. C'est pas un tuyautage au fer, hein, c'est vraiment un genre de... une bande de tissu qui est juste simplement froncée et appliquée au bord. A priori, il ne parle pas de tuyautage dans son analyse, dans son dessin. Donc je pense que c'était simplement pour faire un volume et marquer vraiment l'encadreur, le tour de la tête. Un lassage sous le menton. Et donc on retrouve déjà
Ce lacet caractéristique, posé en carré, la laisse prend la peine de dessiner les épingles qui servent à tenir le lacet. Ça veut bien dire que c'était important, ce lacet sur la coiffe. Et déjà en présence de ce carré de tissu qui est situé au sommet, qu'on va retrouver dans toute l'évolution de la coiffe, et qui sert à la fois à l'intérieur à cacher la couture des fronces qui est au sommet, et aussi à renforcer. Ce pli, vous allez le trouver sur toute l'évolution de la coiffe, il est toujours porté de cette manière, enfoncé vers l'intérieur, puisqu'en fait la coiffe est repassée à l'envers. Donc c'est vraiment le pli du repassage de la coiffe, et on le conserve, et ça fait partie du montage de la coiffe. Donc ici, je les ai décrits, c'est vraiment la période suivante à la laisse ou contemporaine. J'ai pas les moyens de vous dire si le sud du Pays d'Auray, la région de Carnac, portait déjà ça à l'époque de la laisse, ou si elles aussi portaient les cornecs, et auquel cas, 20 ans après, elles avaient déjà changé considérablement leur mode pour quelque chose de beaucoup moins encombrant. Ici, on est sur la période aux alentours de 1880. La coiffe a quand même réduit de volume, sa coiffette aussi, elle est ici quoi. Mais par contre, tout est toujours pareil. Tu peux pencher en avant. On a le pli du milieu, le pli marqué à l'intérieur ici, le lacet posé en carré, toujours les petites dernières subsistances des quilles qui permettent de donner du volume, et le lacet qui est posé toujours de la même manière. Ici, c'est une coiffe du quotidien, portée tous les jours par les femmes et aussi par les petites filles. Donc vous avez Solène qui est là sur l'évolution de costumes d'écolière. En même temps et à la même période, on trouvait les coiffes noires, qui étaient les coiffes vraiment des paysannes. Les coiffes noires, elles vont durer jusque la fin des années 20. Mais par exemple, en 1910, les petites filles à qui on mettait une coiffe noire trouvaient qu'elles étaient ridicules. Donc en fait, elles ont arrêté de porter cette coiffe-là au profit de la coiffe blanche qui leur semblait, en tout cas à l'époque, plus moderne. La coiffe noire, elle est faite aussi toujours de la même façon. Simplement, c'est soit la coiffe noire et la coiffe bleue. En fait, on trouve aussi des couleurs sombres qui pouvaient être, même à la fin du 19e, encore utilisées pour les femmes. Elle est bordée d'un ruban de velours et on a toujours ce système. Par contre, on commence déjà à se défaire des lacets qui peuvent exister posés en carré exactement comme sur la coiffe blanche, mais qui peuvent aussi être un peu plus simplifiés, et du coup on va faire un nœud derrière. Voilà. En fait, dans ma vie, j'ai vu 4 coiffes noires, et il n'y avait aucune qui était montée pareil. Donc j'ai pris le parti de faire ce que j'avais pu voir. Et on voit que sur la silhouette, juste en aparté, on peut très bien trouver des caracos et des jupes, mais aussi des robes qu'avait... Là, la robe, on a choisi de la faire porter parce qu'on voit bien que c'est une robe qui est morte, et qui du coup peut être utilisée pour le travail. Elle a été ensolée, elle a été abîmée, on la recycle et on l'utilise pour le travail. Ici, c'est l'évolution de la coiffe, qui est celle-là toujours, en 1900. Donc c'est la fameuse coiffe 3 coins qui là en a 4. C'est la fameuse coiffe 3 coins, Trichint, qui est connue, enfin que tout l'ensemble en tout cas des groupes quasiment du territoire d'Auray et de Vannes portent cette coiffe-là, c'est devenu un peu emblématique du pays d'Auray. On voit qu'elle a considérablement rétréci à l'arrivée de 1900, elle va continuer à rétrécir, on va toujours retrouver ce même système de montage, le bonnet va se garnir avec de la dentelle ou de la broderie, on a toujours ce lacet, on a toujours ce carré, on a toujours ces quilles sur les côtés, elle rétrécit, mais son évolution reste constante. Et ici vous avez la dernière mode de coiffe pour le pays d'Auray. Donc elle s'appelle Putricine, du coup, c'est la coiffe en fait, elle n'a pas de nom celle-là. C'est juste de la gaze, au quotidien c'est de la gaze, ourlée, toujours la même technique, ourlée sur 3 côtés, le chignon, les trapèzes, le machin, tout pareil, le carré, tout est toujours pareil. Elle pouvait sur la fin de mode être portée à l'effronté comme ça, et au quotidien, ça c'est quand même déjà la coiffe pour aller au bourg quand même, ou pour sortir. Au quotidien, la dernière subsistance de la coiffe, ce sera la coiffette, qui va être portée au quotidien. Moi, la dernière que j'ai connue est morte en 2012. Elle portait sa coiffette au quotidien, elle se levait et elle mettait sa coiffette. Il n'y avait pas d'autre choix que de mettre ça. Et pour le travail, on va sortir à partir de la fin du 19e pour les plus modernes
on va avoir des chapeaux de paille, on va avoir des fichus, on va avoir d'autres accessoires qui vont permettre de se défaire de la coiffe et qui vont donner voilà, des possibilités un peu plus vagues, un peu plus ouvertes aux femmes. Et ici, j'ai choisi de l'inclure dans l'évolution de la coiffe dorée, même si elle n'est pas tout à fait sur le même principe que la coiffe dorée, mais ce sont des capots, on appelle nous chez capot, donc c'est une quiche note, hein, mais c'est un capot chez nous, ça ne s'appelle pas comme ça s'appelle vraiment capot. Ça s'appelle même à Ploarnel le capot pour aller aux échalotes, voilà, parce qu'en fait, les petites coiffes étaient pratiques, mais par contre les petites coiffes ne protégeaient pas du soleil, donc elles se sont fait, ces capots, avec des lamelles de carton à l'intérieur, toujours dans du tissu de recyclage, un vieux tablier sans doute, là, qui a été utilisé, mais par contre, on a quand même gardé la technique de fabrication de chez nous, donc on a toujours ce fond trapèze, avec un lacet. On s'est défait un petit peu de ce lacet en carré puisqu'il n'avait pas de sens là-dessus, donc le lacet est juste serré ici derrière. Et c'était la coiffe que les jeunes filles mettaient parce qu'elles voulaient garder la peau blanche et que c'était de très mauvais goût d'être bronzées ou d'être basanées. Donc voilà, c'est pour ça qu'elles ont fait ces capots-là. Est-ce que vous avez des questions ? Quelle était la coiffure sous la coiffette? Alors la coiffure sous la coiffette, elle varie très peu. Soit les filles vont faire une raie au milieu, elles vont séparer leur chevelure. À l'arrière, elles vont garder le dos de la chevelure pour faire une boule de chignon pour pouvoir remplir cette coiffette. Et elles vont avoir soit la raie au milieu et du coup les mèches ramenées vers l'arrière, ou carrément, elles font juste une queue avec l'entièreté de leur chevelure et la rouler à l'intérieur. Ça va durer jusque la guerre de 14. Et après, même un tout petit peu avant, ça commence déjà, aux alentours de la guerre de 14, elles vont commencer à faire des nattes. Et du coup, la natte, par contre, elle va supplanter le chignon. C'est pour ça aussi que les chignons des coiffes et des coiffettes diminuent considérablement avec l'histoire. Ici, vous avez vraiment de quoi mettre une grosse boule de cheveux à l'intérieur, et là-bas, les dernières, en fait, pour la cérémonie où elles faisaient des coques et au quotidien où elles faisaient des nattes, il n'y avait quasiment plus rien à mettre à l'intérieur. Donc elles gardaient souvent un petit triangle de cheveux quand même pour faire une petite boule en haut, et autrement elles faisaient 2 nattes très serrées qui partaient de derrière l'oreille, se croisaient derrière et remontaient en parallèle jusqu'en haut du cheveu. Au quotidien, je pense que c'était quand même plus régulièrement un chignon facile à faire que des nattes. Vous avez poussé très loin la recherche, hein, on a vu concernant les techniques, notamment de coloration par exemple, hein, j'ai trouvé ça très intéressant. Vous nous présentez aussi une belle iconographie. Est-ce que vous avez eu accès à des sources physiques? À un moment donné, vous avez évoqué une chemise, je crois que vous avez pu vraiment voir. Mais pour le reste, est-ce que vous avez pu avoir accès à des éléments qui vous donnent des idées de texture, d'épaisseur, de masse des tissus? Alors, des pièces anciennes, à part la chemise, c'est à peu près tout. La coiffe Lalaise, celle-là, elle est ancienne. Donc voilà, mais par exemple, le bonnet qui est en dessous, il est neuf. Parce que c'est déjà... En fait, moi, l'analyse que j'en ai de ça, c'est que c'est pas des belles choses, c'est pas des jolis vêtements, en fait. Donc, en fait, on les a pas gardés. Et puis, il y a une jolie étude aussi de Séverine Moret, mais qui concerne plus le XVIIe et le XVIIIe siècle, mais qui est super intéressante. Je vous invite à lire son blog qui s'appelle Bretagne avec un S, où elle a fait des recherches. Et en fait, de ce que j'ai compris dans l'analyse qu'elle fait, les vêtements avaient quand même une durée de vie à cette époque-là, même si forcément on usait les vêtements jusque la corde. Mais par exemple, un vêtement ce qu'elle a compris en analysant les inventaires après décès successifs dans une famille, c'est qu'en fait, une pièce qui a 3 ans, qui a de 0 à 3 ans est considérée comme neuve. Une pièce qui a de 3 à 6 est considérée comme utilisée, et au-delà de 6 ans, c'est du chiffon. C'est des pièces sur lesquelles, j'ai des pièces plus récentes du XXe siècle, de vêtements de travail, et personne n'en voulait, hein. Moi je les ai achetés 10 francs dans les troc et plus, en fait, personne ne voulait ça, et elles sont complètement rapiécées de tous les côtés, on allait vraiment jusqu'au bout des trucs. Et là, l'avantage des croquis, des tableaux de Valerio, c'est qu'on sent quand même la matière. On voit qu'on n'est pas sur du drap. Et Valerio, il fait partie de cette génération d'artistes, c'est pas Picasso.
Donc il n'a pas mis du rouge parce qu'il trouvait que c'était plus joli en rouge. Il a peint ce qu'il a vu, c'était un reporter. Et on sent dans les matières quand même, en regardant par exemple des silhouettes qu'a fait Lallès, où on sait que c'est du drap de laine, déjà parce qu'il l'écrit, donc c'est déjà bien, mais on voit bien la lourdeur de la silhouette qui représente qu'on est vraiment sur du drap de laine. Ici, il y a quand même une fluidité du vêtement, et puis on est sur la période de l'été en fait, hein. On est sur la période de l'été. Donc oui, des pièces, à part les chemises, c'est vraiment la seule. Ouais. Ouais, ouais. Les descriptions, les inventaires. Oui, voilà, les descriptions, mais ça reste pas de la pièce physique. Ouais. Sous le fichu, elle portait la coiffette souvent. Elle portait la coiffette. Ouais. De toute façon, le minimum, c'était la coiffette. Ouais, sans la coiffette, elles étaient nues. Sans la coiffette, elle ne sortait pas. Je pense pas. Et ma grand-mère disait, ma grand-mère a mis sa coiffe aussi jusqu'à la fin de sa vie. Sans ma coiffe, je suis quelconque, avec ma coiffe, je suis quelqu'une. Et en fait, ça voulait dire ce que ça voulait dire. C'était quand même très... Ça faisait partie de leur vie. Voilà. Et dans la façon de nouer le fichu, il y avait une technique particulière ou c'était un simple. Et le fichu, vous pouvez le trouver aussi bien employé en châle, plié en mouchoir de cou. Le fichu, vous pouvez le trouver avec le chapeau, vous pouvez le trouver seul, vous pouvez le trouver... Il y a des photos, hein, après, en même temps, ça peut se comprendre, dans les parcs à huîtres. Elle est, par exemple, sur la silhouette de coiffe noire, comme ça, et par-dessus, elle a encore un fichu. Comme si elle avait pris le fichu qu'elle avait autour du cou et simplement elle l'avait remonté. Donc c'est un accessoire du quotidien au même titre que le tablier, quoi. Ça faisait vraiment partie Ça devait aussi servir à essuyer ou à faire tout ce qu'on voulait avec, hein, comme un tablier, quoi. Et les jupes ont un tour de combien? Les jupes ont un tour aux alentours de 3 mètres. 3 mètres. Ouais. Sur les robes, en règle générale, il y a 2,40 m qui correspond aujourd'hui à 2 laies, mais en fait qui correspondait plutôt à 4 laies de l'époque de tissu. Et sur les jupes de travail, il y a parfois plus. Les jupes de travail, j'en ai quelques pièces, mais plutôt aux alentours de celles qui sont en coiffe noire. Et on va jusque 3 mètres de tour là-dessus. Donc là, on a mis entre 2,80 et 3 mètres. Ouais. Vous avez reproduit des casaquins sans manches et avec manches. Avec manches, parce qu'en fait, il y avait les deux sur le dessin. Il y avait les deux, on le voit. Ouais. Et il y a notamment un sans manches qui est relativement échancré. Oui. Ouais. En fait, c'est vraiment la même construction. En fait, quand les premières reproductions ont été faites dans les années 80 de Lallès, en même temps, il y avait aussi pas le temps qui était passé derrière, et puis l'analyse, et puis les recherches qui ont pu être faites par la suite. Lallès dessine donc la silhouette dorée avec cette coiffe, et dessine l'autre silhouette des environs, avec un genre de boléro, de veston, qui est rouge d'ailleurs, gancé en noir. Et donc les premiers cercles ont travaillé ça, on dit ah bah oui c'est de la ganse, donc c'est de la ganse de passementerie. Et en fait, il y a aussi de la ganse en noir sur les manches de son haut de robe, donc c'est plus probablement du velours. C'est plus probablement du velours qui était déjà utilisé depuis longtemps. On a des traces assez vieilles en fait. Souvent les gens ont gardé en mémoire que c'est l'abrogation des lois somptuaires qui a donné accès à des tissus. Mais en fait c'est pas vrai du tout, et on trouve surtout sur la zone de la côte des choses qu'on trouverait peut-être pas à la campagne mais qu'on trouve pas ailleurs. Donc le velours en fait, normalement on n'a pas le temps, hein, mais le velours se pose à cette époque-là de la même façon qu'il se posera après. Juste la bande de velours est moins large, quoi. Là, j'ai pas mis de velours aux manches parce que il y en a, hein, sur la manche noire, il y a du ruban aussi au bord. Est-ce que c'est déjà un costume qui a été porté et qui du coup est fini là? Est-ce que c'est fait pour ça? En tout état de cause, les bleus étaient certainement faits pour des vêtements de travail, mais les noirs, il y a peu de chances qu'on allait acheter du tissu noir pour en faire du vêtement pour aller vanner. Surtout à cette époque-là. Oui. Oui, parce que le noir n'était pas encore vraiment démocratique. Il y en avait quand même déjà pas mal. Mais en tout cas, dans l'évolution du costume, il y a des choses qui changent, et visuellement les silhouettes changent, mais finalement la technique, le montage des manches dans le Pays Doré, il a toujours été fait à la main. Jamais une manche est montée avec des manches à la machine. Tout le reste est fait à la machine, mais la manche, non. On sait pas. Elles savent pas faire.
Donc elles ne le font pas. Donc elles savent que pour finir le bord du corselet, on met du velours. Ben, cette année, on a trouvé du velours de 20, on met du 20, mais avant, on trouvait que du 10, donc, ou du 5, comme on a mis sur cela, vraiment du ruban. Mais la technique ne change pas. C'est toujours la même façon de poser en arrondi pour finir le bord de l'emmanchure. Mais ce qui est valable pour la robe est valable pour les coiffes et pour tout le reste, en fait. C'est ce qui a permis aussi de pouvoir, bon là, la chance de pouvoir trouver une coiffe à l'aise de cette période-là, de ce terroir-là, et que ce soit la bonne. Mais en fait, on aurait très bien pu arriver à reconstituer en ayant la coiffe de 1900, en sachant plus ou moins quand même les traces qui vont rester dessus et qui font que c'est pas... Ils n'ont pas inventé. En fait. Il y a des invariants. Il y a des invariants, ouais, c'est sûr. Eh ben, merci beaucoup. Je pense qu'on a explosé le temps, mais comme on avait un petit... Mais comme on passait en dernier, c'était bien. C'était passionnant. Et puis, on a profité. pour conclure, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, ce qu'on souhaitait dire pour conclure, c'est qu'en fait, c'est le début de notre travail et que bien sûr, on continue les recherches pour essayer de trouver soit encore d'autres costumes qui ne nous sont pas apparus encore aujourd'hui, mais qu'on souhaite faire évoluer ce vestiaire encore avec des recherches. Là, on a trouvé des trucs et on s'est dit, mince, c'est trop tard. Donc voilà, donc je pense qu'on va faire encore évoluer ce vestiaire avec d'autres couleurs et d'autres... donc on continue à travailler.